les voyageurs européens que nous sommes, en atteignant l'Inde après quelques heures d'avion, la première image de Bombay, c'est un aéroport semblable à beaucoup d'autres de par le monde, peut-être un peu plus petit, peut-être un peu plus sombre, mais c'est déjà une foule bigarrée, affairée, inconnue. C'est une sensation de chaleur lourde, d'autant plus saisissante que nous ne sommes qu'en février et qu'il faisait très froid à Paris il y a quelques heures à peine. Dès l'extérieur, avec le soleil, la lumière, les couleurs, les saris multicolores, le bruit, les sourires, les regards amusés, interrogateurs, quémandeurs, on se sent plus près du voyageur d'autrefois, découvrant après de longs jours de traversée ce monde fabuleux, ce monde merveilleux, les Indes, l'Inde. La porte de l'Inde, arc de triomphe de l'empire le plus colossal que le monde ait connu, érigée pour commémorer le débarquement aux Indes de leurs majestés impériales le roi George V et la reine Mary le 2 décembre 1911, fut pour des générations la première vision de ces rivages ensorcelés pour lesquels, bien souvent, étaient abandonnés villages, terres, familles. C'est à ses pieds que partent et arrivent aujourd'hui les bateaux qui traversent la baie et assurent le service de l'île Elephanta. Aujourd'hui, la porte de l'Inde n'est plus qu'un simple édifice historique, comme ceux de Rome, d'Athènes ou d'ailleurs, à l'ombre duquel s'affaire un monde étrange de mendiants, de touristes, de hippies, de marchands ambulants tels celui-ci, qui présente un délicieux mélange salé, sucré, aigre, amuse-gueule fort prisé en Inde. Nous passons devant le musée municipal du Prince de Galles. Pour arriver à la célèbre laverie publique
où pour une somme dérisoire, les Indiens font laver et blanchir leur linge. C'est au parti disciple de Zoroastre que nous devons le splendide jardin suspendu de la colline de Malabar, jardin qui couvre les réserves d'eau potable de Bombay. Il a paru en effet nécessaire de les protéger des vautours qui hantent les tours du silence, où sont déposés et exposés les corps des défunts pour être immédiatement dévorés. Ces tours, protégées par un enclos, ne sont pas visibles, et même les parents des défunts ne peuvent franchir un certain point de l'enceinte. Sur l'emplacement actuel de la ville, il y avait autrefois un archipel de 7 îles, se profilant, luxuriant, contre les collines de la terre ferme. Seuls y vivaient les pêcheurs colis, qu'il appelait Mumbai, du nom de la déesse mère Mumbadevi. Des siècles s'écoulèrent, et pourtant un jour les Portugais débarquèrent ici. Ils changèrent le nom de Mumbai en Bombaia, en portugais la Belle Baie. Puis, en 1661, l'infante du Portugal épousa Charles II d'Angleterre et les îles furent données à ce pays en dot. C'est là la fin de l'histoire de Bombaia et le commencement de celle de Bombay. Tandis que dans l'océan,
À l'horizon, le soleil se couche paisiblement. Notre imagination vagabonde. De quoi demain sera-t-il fait? De quelle couleur? De quelle magie? De quelle fête? De quelle surprise? Fête de l'odorat, féerie des yeux, magie des couleurs, c'est le marché aux fleurs de Mysore. On ne peut passer à Mysore sans aller admirer les jardins Brindavan, à une vingtaine de kilomètres de la ville. Accolés à un barrage planté au confluent de 3 rivières, ces jardins admirablement dessinés à la française, tapis vivants de fleurs et de fontaines, attirent irrésistiblement touristes et Indiens. Comment tu es faux? Ah, celle-là combien? 8. Non, 8, 8. This costs 9 rupees. 9? Yes. This costs 8 rupees. Vous êtes bon à manger?
principe de la grenadine. Ah bon? En géant. L'Inde du Sud, séparée de la plaine du Gange par le plateau du Décan, n'a jamais subi, comme l'Inde du Nord, les invasions et les guerres. La vie s'y écoula tranquille et les plus hautes formes de la culture indienne y trouvèrent à maintes reprises un refuge. C'est pourquoi c'est seulement dans l'Inde du Sud que nous retrouvons aujourd'hui presque intactes les formes traditionnelles d'un art théâtral qui fut et demeure l'une des plus glorieuses créations de la civilisation indienne. Parmi ces formes théâtrales, celles qui ont l'intérêt le plus passionnant sont ces mimes dansées dans lesquelles les acteurs décrivent, avec un art et une technique surprenantes, des histoires que content les chanteurs et que scandent les tambours. Les danseuses étaient autrefois attachées au temple et leur danse représente fidèlement l'ancienne danse sacrée. Chacun des grands temples entretenait plusieurs centaines de danseuses et un grand nombre de musiciens. Mais l'association danseuse-temple fut interdite par les puritains de l'époque victorienne. Aussi le Bharatanatyam s'est-il réfugié dans les théâtres profanes. Les grands ensembles de ballets ont disparu, mais il reste encore, aujourd'hui, de remarquables interprètes de ce grand art traditionnel.
Les Pallavas, au 7e et 8e siècle, ont laissé d'importantes traces de leur activité en architecture. Le groupe le plus important est celui de Mahabalipuram, connu également sous le nom des 7 pagodes, sur la côte de Coromandel, au sud de Madras. Les 5 célébrata, chars, sont des réductions taillées dans la roche de divers types architecturaux contemporains. Ces temples, les éléments décoratifs figurés ne sont pas surajoutés. Au contraire, le rapport entre l'architecture et la sculpture est l'un des plus organiques parmi tous ceux que l'on peut rencontrer en Inde. Nous en avons une preuve dans la plus singulière expression artistique de la période Pallava, la descente du Gange, qui est la reproduction aujourd'hui de cet événement mythique. La brèche dans la roche à travers laquelle descend l'eau devient mythiquement le fleuve sacré lui-même, le Gange. Le temple de la Grève n'est pas taillé dans la roche, mais construit. Il y avait autrefois 2 ou 3 temples du même type le long du rivage, mais celui-ci seul a su résister depuis 12 siècles aux efforts conjugués du temps et de la mer. Il y a 800 ans, sous le roi Hoysala, Bellure était une cité prospère. Il n'en reste qu'un souvenir, mais quel souvenir! Le temple de Chenakesava est parfaitement conservé, vivant témoignage du génie et de l'adresse des artisans médiévaux.
Pour faire pendant à Bélure, s'élève à une quinzaine de kilomètres le temple d'Alébib. Construit une dizaine d'années après celui de Bélure, il demeura inachevé après un siècle d'efforts. Temple double, il est probablement le plus superbe exemplaire de l'architecture Hoysala. L'artiste, dont la virtuosité atteint et dépasse ici son sommet, a traité la pierre comme si elle était bois ou ivoire. Il est bon de préciser que s'ils dépensaient à leur œuvre d'infinis trésors de patience et de talent, ces artistes travaillaient sur une stéatite tendre qui durcit par la suite. Le Nandi, admirable taureau à bosse, repose dans le pavillon ouvert, construit spécialement pour lui. Les Parsis, évoqués à Bombay, constituent l'une des minorités les plus intéressantes de l'Inde. Venus de Perse il y a 1200 ans pour échapper aux persécutions religieuses, ils s'établirent dans l'état de Gujarat et à Bombay. Certains Parsis orthodoxes portent un calot noir, raide et brillant, en souvenir de leur émigration forcée. Ce calot, raconte la légende, a la forme d'un sabot de vache, symbole de leur déférence vis-à-vis des hindous compatissants qui donnèrent refuge à la communauté en fuite. Les Parsis adhèrent strictement encore aujourd'hui au zoroastrisme. Le feu est sacré pour eux, et à la différence des hindous, ils n'incinèrent pas leurs morts pour ne pas profaner le feu.
Sur la colline de Shravanabelagola, dans le Mysore, s'élève la statue géante de Gomatesvara, grand saint Jain, dont nous allons visiter le temple qui lui est dédié. L'une des minorités les plus originales est certainement celle des Jains, secte qui se développa à partir de l'hindouisme au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous la conduite du gourou Mahavira. Pour Mahavira et ses adeptes, le végétarisme prescrit par les textes sacrés hindous n'était pas assez strict. En effet, aux yeux des Jains, tout être organisé a une âme. Aujourd'hui encore, leur souci de la vie, quelle qu'en soit la forme, est tel que les plus orthodoxes d'entre eux portent un masque afin de ne pas risquer de tuer les microbes en les avalant. Ces mêmes Jains ne sortent jamais sans un balai qu'ils passent soigneusement sur le sol devant eux, en priant pour ne pas écraser, par mégarde, sous leurs pas, quelques fourmis ou autres créatures. De nombreux Jains s'abstiennent de manger les légumes du genre tubercule, de peur de détruire, en les déracinant, vers de terre ou insectes. Ainsi, ils évitent les légumes tels que pommes de terre, oignons, betteraves, et vont même jusqu'à se priver de tomates parce qu'elles ont la couleur du sang. Leur alimentation est à base de lentilles, de légumes verts et de riz. Pour des millions de végétariens en Inde, en particulier ceux du Sud et de l'Est, le riz constitue l'élément essentiel du repas. Ils ont toujours au centre du thali, leur plat, une montagne de riz nature et ils s'accompagnent d'une boulette de riz chaque bouchée des autres plats. On fait aussi frire ou cuire le riz à la vapeur, on le mélange à des lentilles ou à d'autres légumes, on lui ajoute du sucre, des amandes, des pistaches, des fruits secs ou frais pour en faire d'excellents desserts. Le riz est si important pour l'Inde qu'on consacre aux rizières un quart des terres cultivables. Ici comme ailleurs, on entoure de soin cette céréale.
Il faut d'abord la semer dans un sol boueux. Quand les épis ont entre 30 et 60 cm de haute, soit environ un mois plus tard, il faut les transplanter un par un à la main dans des rizières inondées où on les laisse pousser et mûrir jusqu'au moment de la récolte, 3 à 6 mois plus tard. Pour honorer ses visiteurs et chasser les mauvais augures, cette indienne trace sur son seuil en gage de bienvenue les signes d'accueil.
Les hommes. Elles ont du savon. Ah, bougez pas. Voilà. Elle est bien empatouillée dans son machin. Il faut avoir présent à l'esprit, en visitant Sri Rangan dans l'état de Tamil Nadu, que nous sommes ici dans une ville-temple. La ville de Sri Rangan, à proprement parler, est tout simplement enfermée dans les murs épais du temple qui ne sont pas moins de 7. Le temple lui-même, dédié à Vishnu, ne commence véritablement qu'après le 4e mur. You taking photo? No. What is it? Shiva. Vishnu. 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 Olivier avec le gamin. Hein? Hello. Enjoy. 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 Hello. Enjoy. 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 C'est quoi que c'est mon nom? Prasimbo. What's your name? Raghavendra. 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 Ah. Fais des bonnes மதே பிடிச்சு பாருங்க. வாங்கிட்டு வாப்பா.
முருகன் சாப்பிடுறியா மாப்பிள்ள? நல்லா இருக்கும். இனிப்பு பிடிப்பு வரப்பு எல்லாம் இருக்கு. பாய் இங்கிலீஷ்ல பேசுங்கப்பா. கோடி கேட்கறது அவங்க அப்பா நல்லா இருக்கும். இனிப்பு பிடிப்பு வரப்பு எல்லாம் இருக்கு. பாய் ஹலோ சார், இங்கிலீஷ்ல பேசுங்கப்பா. Sur la colline de Chamundi, proche de Mysore, se dresse Chamundisvari, temple vieux de 2000 ans, dédié à la déesse tutélaire de la famille royale. Aux 2/3 de la colline, le taureau Nandi, statue de plus de 5 mètres sculptée d'un seul bloc, a l'air de monter la garde. Il s'agit là d'un char de procession. Il est mu par les fidèles qui tirent sur ses chaînes. Quand il est lancé, il est impossible de l'arrêter brusquement. Malheur à qui trébuche devant une roue.
Les outres recueillent le jus de ces palmiers qui, fermenté, donnera le vin de palme. Il est vendu, tout comme le long de nos routes, par les récoltants avisés pour la plus grande satisfaction des Indiens, des pèlerins et des touristes. ಕೊಡಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ.
Non loin de Ramahabalipuram se trouve un petit temple juché au sommet d'une colline à 160 mètres d'altitude. Chaque jour, avant midi, un prêtre sort de ce temple pour aller nourrir 2 aigles blancs. Ces oiseaux abritent, aux yeux des fidèles qui se pressent en grand nombre, l'âme de 2 saints. Malgré notre empressement, nous sommes arrivés trop tard pour le repas des rapaces. Mais nous avons pris le temps d'admirer la merveilleuse vue sur les alentours et, au pied de la colline, un autre temple fort beau dédié à Shiva. Nous voulions nous faire descendre par porteur, mais nous changeâmes d'avis en voyant le grand nombre de fidèles qui les attendaient. Quelles étaient bonnes et rafraîchissantes ces noix de coco après cette escalade. Très rafraîchissant également, contrairement à l'idée que l'on s'en faisait, le jus de la canne à sucre pressé de frais. Rafraîchissante aussi la détente à la piscine, telle celle-ci, à l'hôtel Ashoka à Bangalore. Bon, j'ai envie de partir plus tard. Mais je sais pas si la nuit on verra ce qu'on peut voir maintenant. Rafraîchissantes, enfin, les journées à la plage. Nous sommes ici près de Madras, dans l'océan Indien.
Ce ravissant palais du sultan musulman Tipu fait penser à son éphémère alliance avec Napoléon pour chasser les Anglais de l'Inde. Tipu périt dans les premières batailles, et ce fut la fin prématurée de cette dynastie musulmane, comme celle de son alliance avec la France. À Tanjore se dresse ce qui est considéré comme le plus grand temple de l'Inde, le Brihadeswara, édifié entre les années 985 et 1016.